Déjà, merci à tous d'être venus. Merci à Carmania de nous avoir prêté les lieux. Merci à mes mutilés d'être là. Mes mutilés, c'est bien. Merci à Eve d'être là. Il y a professeur Tinès qui arrive, il est en chemin, il est en train de se garer, donc il interviendra après. C'est un neurochirurgien. Et on va commencer. Antoine? Ouais. Juste avant, donc là on va faire une prise de parole effectivement pour vous dire un peu ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous est arrivé. On n'aura pas le temps là, juste après la conférence, de répondre, de faire des interviews ou quoi. On a prévu un temps par rapport à ça après la marche, cet après-midi, où là effectivement on pourra prendre le temps pour ceux qui le souhaitent effectivement de répondre à des questions, pour effectivement ceux qui l'acceptent, hein, parce qu'il y a des gens, il faut savoir que voilà, c'est difficile. Donc évidemment que voilà, on va vous demander de respecter ça pour ça. Mais il y en a qui vont accepter. Et, voilà, on aura le temps après la marche. Voilà, parce que pendant la marche, en fait, on va vous demander, on aura une banderole, on vous demandera de rester devant la banderole et de ne pas interviewer les mutilés qui vont marcher, parce que c'est pas très agréable de marcher et de faire une interview. On est là pour chanter, pour lancer des slogans, pour vous expliquer. On aura des tours de parole pendant la marche, on s'arrêtera. Donc voilà, à la fin, si on a le temps, si vous avez le temps, il y aura des interviews pour les mutilés qui le veulent et pour la presse qui le veut. Voilà. Je sais pas qui veut commencer. Il y en a quelqu'un qui... Tu veux commencer? Tu veux pas? Je pense que c'est tout. Alors, moi c'est Roland, je suis originaire... Plus fort, encore. Voilà. Non, t'es obligé, sinon j'entends pas. Puisque je gueule en général. Non mais t'es obligé là, à droite. Là, tu vois. Gueule. Pour une fois, vas-y. Donc moi c'est Laurent, je viens de Franche-Comté, originaire de Franche-Comté. Je suis dans la région depuis 2 ans. J'ai participé à ce fameux mouvement des Gilets jaunes depuis le début, depuis les premiers actes. J'ai été blessé l'acte 7 à Montpellier. J'ai pris un LBD dans la cuisse la matinée et un en pleine tête l'après-midi. Par la suite, on m'a retranché à l'hôpital et voilà, tout s'est bien passé. J'ai pas de séquelles, j'ai pas de traumatisme, pas de troubles émotionnels ou psychiques. Enfin, ça se passe. Ouais, enfin, voilà, on fait son solide quoi. Enfin voilà, un petit sentiment de. Je dirais pas. De colère, ouais. Ouais. Je suis un peu en pétard que ça se passe comme ça, qu'on nous monte dessus sans forcément des raisons spécifiques ou autres. C'était totalement gratuit, en tout cas celui que je prends dans la tête l'après-midi. Je suis en plein milieu de la place, on est en train de reculer, je reste en plein milieu, je suis à 25-30 mètres et le mec me met en joue et je shoot direct. Voilà. Donc voilà ma petite histoire. Ouais, j'ai arrêté. Ouais, pour l'instant. Je peux me tromper dans tous les sens. Moi, c'est Vanessa. J'ai été impactée le 15 décembre aux Champs-Élysées. Donc, j'ai été touchée par un LBD à 5 mètres ici. Donc, quand vous me voyez comme ça, vous pouvez penser que ça va. Mais en fait, j'ai perdu la vision, l'odorat, le goût. Il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu que j'avais une nécrose au cerveau parce que l'hémorragie cérébrale a tué mon cerveau. Et j'ai des plaques en métal partout dans le visage pour avoir un visage humain. Et j'ai un trou dans la boîte crânienne qui m'empêche de faire toute activité. Le trauma crânien m'a fait faire aussi l'épilepsie. Et donc maintenant, je suis invalide stade 2. Donc en fait, à 34 ans, je ne pourrai plus jamais travailler. J'ai plus de concentration, plus de mémoire. Tous les mois, on m'apprend en fait une mauvaise nouvelle. Donc ça a commencé par l'œil, le mois d'après les sinus, le mois d'après le cerveau.
Je fais de la rééducation 4 fois par semaine, ce qui me permet de vous parler correctement. Et clairement, ça va pas parce que tous les objectifs qu'on me donnait, par exemple, de faire bouger mon sourcil parce qu'il ne bouge plus, c'est pas possible, c'est trop abîmé. Toutes les opérations qu'on prévoyait pour me réparer ne sont pas possibles. Et là, on vient de m'annoncer qu'on va m'opérer de la boîte crânienne, en fait, au mois d'avril. Donc je dois subir une intervention de 5 heures parce que j'ai tellement de douleur à cause des plaques qu'en fait, ils essayent de diminuer les douleurs pour que je puisse vivre correctement. Et par la suite, ils vont retirer, parce que si je porte des lunettes comme ça, c'est qu'il me reste 0,5 de vue. Et je vois que la lumière, en fait, ce qui est juste atroce, parce que j'ai vivre avec le tout le temps dans l'œil. J'ai beaucoup de douleurs. Donc je vais partir dans un centre antidouleur parce que ça devient trop compliqué. Et clairement, malgré tout ce qu'on entend, qu'on est soutenus tous, c'est pas vrai, on est seuls. On est tellement seuls que moi, quand on m'a pris la nécrose du cerveau, maintenant je retire le masque et je vous dis la vérité, j'ai avalé tous mes médicaments. Parce qu'on est tous seuls, parce qu'on ne nous donne pas d'aide psychologique. Parce que tout le monde dit on vous soutient, on vous soutient. On n'a aucun soutien. Nos droits sont bloqués, nos scanners sont bloqués dans les hôpitaux. J'ai toujours pas les scanners avant l'opération. On se prend des pressions partout, des menaces partout. Il y a de ça une semaine avant d'arriver, 20 minutes, et professeur Tinès ont dû me défendre sur internet parce que les gens me traitent de menteuse quand je prends les scanners. Maintenant je suis plus menteuse, j'ai vraiment le cerveau nécrosé, j'ai vraiment des plaques en métal partout, même si ça se voit pas. Quand je suis rentrée à l'hôpital, je ressemble à Quasimodo, donc oui, ils ont bien réparé l'extérieur. Ils m'ont détruit l'intérieurement. Ils ont détruit aussi ma mère, ils ont détruit les gens qui étaient autour de moi. Et on n'a pas d'aide. J'ai ma meilleure amie qui est en train de s'effondrer tous les jours parce qu'elle était avec moi le jour du tir. Elle est toute seule. Quand je vois ma mère qui n'en peut plus parce que sa fille est handicapée, qu'on ne me donne rien et que j'ai 300 € pour vivre par mois, qu'il faut attendre parce que j'habite à Paris 1 an pour toucher son handicap, je peux vivre comment? Je me demande le FGTI auquel j'ai droit parce que je suis une victime et que plus de 30 jours d'ITT on a droit, j'ai 120 jours d'ITT. Et là ils m'ont recalé 2 fois en fait le FGTI, donc je vis comment moi maintenant? Je ne peux plus travailler. Je m'occupe de ma grand-mère et tous les jours je vois ma grand-mère et je ne peux pas m'occuper d'elle. Je sors plus toute seule. Je ne peux même plus mettre du fil dans une aiguille. Les gens dans la rue ne font que m'insulter. On va acheter des cigarettes. Et les gens me regardent et me traitent de pirate. Les gens ne font que m'insulter, me montrer du doigt, ils viennent me voir. Pourquoi vous avez des lunettes? Pourquoi vous avez ça? Ça devient insupportable en fait. Ça devient insupportable de dire oui, j'ai été blessée. Je ne faisais rien. Un policier m'a tiré à 5 mètres, il m'a détruit. Et tout le monde s'en fout en fait. Et ça fait des années qu'on tire sur les gens parce que c'est pas que depuis les Gilets jaunes. Moi je viens du 94 et ça fait 20 ans. Le premier éborgné c'était à Lille en 99. Ça fait 20 ans qu'on éborgne les gens mais qu'on s'en foutait parce qu'on est des gens de cité et que visiblement on est de la merde. Encore plus que les Gilets jaunes commencent à se faire insulter maintenant, c'est bien fait pour nous, c'est on n'est capable d'aller voir la police. Et c'est inadmissible que ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on tire sur les gens, 20 ans qu'on massacre les gens, qu'on tue les gens. Dans les banlieues et que personne ne dit rien, que nous on se prend tous des coups de flashball, que nos vies sont anéanties, moi je suis morte dedans, et qu'on nous laisse comme ça, qu'on nous cache, qu'on dit qu'il n'y a pas de blessés. Quand j'entends M. Macron dire qu'aucune blessure est irréversible, vous allez nous rendre nos yeux, vous allez me rendre mon cerveau, vous allez me rendre ma boîte crânienne, est-ce que vous allez me rendre ma vie? Non, jamais. Tout ce qu'on va nous donner, c'est quoi? Peut-être un petit peu d'argent, et encore. Et les policiers, ils auront juste une petite tape sur la main, ils continueront à tirer sur les gens. Et c'est pas normal, il faut arrêter de nous tirer dessus. On n'est pas armés, on n'est pas en guerre. Et ça fait 1 an qu'on est pacifique. Et qui nous détruisent. Et il n'y a pas que nous, il y a tous les gens qui sont témoins, qui nous ont vus nous faire tirer dessus, qui sont traumatisés, ils causent même plus aller dans la rue. Il y a des grands-mères qui ont peur de la police, alors que la police leur a rien fait. Mais parce que voilà, on n'est plus en sécurité. Et nous, on souffre parce que même des fois sortir de chez nous, se faire regarder, se faire insulter, devoir se soigner, tout, c'est difficile. On a en plus après toutes les démarches administratives, toutes les démarches pénales à faire qui sont compliquées. Quand on voit que par exemple, que Mélanie a des classements sans suite, comment on peut dire un classement sans suite alors qu'à un moment de vidéo, un policier matraque Mélanie, elle est au sol, KO. Antoine n'a plus dit un classement sans suite, il ne s'est pas découpé la main, je ne me suis pas pris un mur toute seule en étant bourrée. Mélanie, elle n'était pas bourrée, elle est tombée. C'est la police qui nous a fait ça, il est temps de le reconnaître aussi, parce que nous on souffre à chaque fois qu'on a ces nouvelles-là. C'est encore des coups de couteau et on se prend des 3e peine, 5e peine, 6e peine, on n'en peut plus en fait. Et beaucoup de gens disent qu'ils nous soutiennent, en fait on est tous chez nous. Et la famille, les amis nous laissent, tout le monde nous laisse parce que ça devient trop compliqué aussi pour eux. C'est même compliqué pour nous médecins de nous soigner correctement. Il y a tellement de choses qu'ils ne savent même plus comment faire. Et voilà, il faut qu'on existe, il faut qu'on nous reconnaisse comme des victimes et que les policiers
soit puni en fait autre chose qu'une petite tape sur la main et vous n'aurez pas de promotion parce que c'est juste ridicule, quoi. Un enfant qui crie sur un mur, il aura une plus grosse fessée qu'un policier qui nous a tiré dessus. Où il y a justice en fait. Et du coup, en tant que blessé, comment vous voulez qu'on guérisse si on n'a même pas un minimum de reconnaissance et de justice et d'aide, ne serait-ce que des aides psychologiques pour nous tous, parce qu'on est tous en train de mourir. Et si on n'était pas un collectif, il y en a plusieurs d'entre nous qui seraient déjà plus là. Donc il faut penser aussi à ça, il faut que l'État pense à ça. Quand il y a des attentats, on met des psychologues, on met tout ça, on nous a cachés, on nous a dit qu'il n'y avait pas de blessés. Et voilà, c'est tout, on n'existe pas. Et si on existe, on souffre, on a besoin. Voilà. C'est pas facile en fait. C'est compliqué d'entendre tout ça. Parce qu'on a tous quand je récupère un petit peu la parole, si quelqu'un voulait parler, quelqu'un voulait prendre la parole. Vas-y. Tu vas prendre, vas-y. Moi je m'appelle Dylan, j'ai 19 ans. J'ai été touché d'un simplement à la préfecture de Montpellier. Et ils ont brisé ma vie parce que j'ai perdu la vue de l'œil droit. Et du coup ça a tout chamboulé. Je partais dans ma vie, ils ont tout niqué. Du coup c'est difficile, comme vous imaginez, c'est difficile, il y a les après, il n'y a pas que les notes. Et c'est la misère financièrement, comme mentalement, comme les proches, ils ont pris un coup, tout le monde, mon père. Et donc voilà. Moi je veux juste dire que, parce qu'il paraît en France, il y a une justice, je veux juste que cette putain de justice soit faite. Pour nous tous. Moi j'avais juste ça à dire, on lâche rien, voilà. Il sera là jusqu'au bout. Merci bien. Merci. Je m'appelle Mélanie, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 adolescentes. Le 20 avril sur Paris, j'étais sur une manifestation déclarée et je me suis fait matraquer lâchement dans le dos par un haut gradé, un commandant divisionnaire, un des plus hauts gradés de France. On s'attend à ce qu'une personne qui soit haut gradé donne l'exemple et soit irréprochable. Mais quand on se rend compte qu'un des plus hauts gradés de France matraque dans le dos une personne qui a les bras levés, qui court sur 30 mètres, qui lame son bras et qui assène un coup de matraque dans la nuque, on s'attend à ce que la justice rende responsable cette personne. Aujourd'hui, ma plainte a été classée sans suite. Aujourd'hui, je dois vivre avec ça. Donc on a, d'une première part, moi j'ai pas su tout de suite ce qui m'était arrivé parce que je pouvais pas concevoir qu'un homme, qu'une femme puisse me matraquer dans le dos. J'ai appris ce qui m'était arrivé grâce à un vidéaste amateur qui a pris en vidéo cette agression. J'aurais jamais su sans ça ce qui m'était arrivé. Pour moi, c'était une grenade de désencerclement ou quelque chose de malencontreux qui m'était arrivé sur la nuque. Ah, assez fort, hein, parce que ça m'a mis KO direct. Et à plusieurs reprises, je tombe KO. Voilà. Donc aujourd'hui, on vit, on survit plus qu'on vit, parce que je suis travailleuse sociale, parce que mon boulot, c'est d'écouter les problèmes sociaux des gens. Et que lié au traumatisme, j'ai beaucoup moins de patience. J'ai beaucoup moins de patience, je ne dors pas, je ne mange pas. C'est une injustice, on est parti dans la rue pour combattre des injustices et au final on nous rajoute une injustice. Le fait que les procureurs classent sans suite nos affaires, c'est un deuxième coup de poing qu'on se prend. C'est honteux. C'est honteux, moi j'ai grandi dans les valeurs de cette République, parents qui viennent de tout ailleurs de France, et qu'on nous dit, en France on est bien, chéris ta France, chéris cette République parce que tu as de la chance de vivre dans un pays démocratique. Est-ce que c'est la démocratie? Aujourd'hui je peux vous assurer qu'on n'est plus en démocratie. En tout cas c'est ma vision des choses, c'est comme ça que moi je le vis.
Parce qu'on peut rendre orphelin des enfants. Parce que moi, quand mon mari vient me ramasser, parce que les policiers, ils m'enjambent, alors qu'ils sont censés me mettre en sécurité, et que le monsieur là, qui m'a tabassé, dit que s'il m'a tabassé, c'est pour me mettre en sécurité. Et bien ce jour-là, mes enfants, ils pouvaient perdre leur mère et leur père. Parce que quand mon mari me ramasse, il est visé, pas à l'aide d'un flashball, mais sur leur arme à 6 coups, qui lancent des grenades lacrymogènes. C'est interdit. Alors, on a une photo où ce policier braque mon mari. Donc ce jour-là, mes enfants auraient pu perdre leurs 2 parents. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, on est parti dans la rue. Moi, je suis partie dans la rue le 1er décembre à l'appel d'Assa Traoré. Parce que c'était important, c'est une fille de quartier, c'était important qu'on rejoigne les Gilets jaunes. On les a rejoints, on est là avec eux. Et puis on se fait matraquer, on se fait défoncer tous les jours. Il n'y a pas une seule manifestation où il n'y a pas un blessé. Alors oui, on n'est pas référencé, oui, on n'est pas truc. Mais il n'y a pas une seule manifestation dans cette putain de France où il n'y a pas un seul blessé. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Hommes, femmes, enfants, que ce soit une personne âgée, que ce soit... Peu importe, quoi. Il n'y a plus de limites. Ils sont en roue libre. Aidez-nous, aidez-nous à leur mettre un cadre. Aidez-nous. Merci. Quelqu'un d'autre? Je voulais bien. Voilà, je suis pas le seul. On est plusieurs aussi des anciens militaires qui avons été blessés. Donc pour ma part, ça a été le 1er décembre, donc à l'acte 3. J'ai été touché par un projectile de LBD à la carotide. Et voilà, alors qu'on avait tous des bandeaux blancs, on était pacifiques, et moi je réglais mon appareil photo quand je me suis fait tirer dessus. Donc au jour d'aujourd'hui, eh ben, je ne peux plus exercer mon travail qui est aide médico-psychologique. Je travaillais avec des autistes. Et pour l'instant, je suis sous calmant, sous antidépresseur, je prends des somnifères. C'est des cauchemars tous les soirs de fuite, de peur. C'est mes passions, tout ça, tout a été stoppé. Mes valeurs, c'est pareil, en tant qu'ancien militaire, de s'être engagé un jour, d'être parti sur des territoires hostiles et de se retrouver en tant que blessé, tiré comme un lapin par le gouvernement. Moi, je n'arrive pas à m'en remettre. Mes valeurs sont mon estime de soi, tout est à revoir, c'est de la colère, c'est une posture que je n'ai pas l'habitude d'avoir, c'est une identité que j'ai perdue, c'est voilà, beaucoup de révolte en moi, je trouve ça écœurant, dégueulasse, et même avec normalement ce devoir aussi de réserve que j'aurais dû avoir, je ne l'ai plus. Pour moi, la BAC, la police, tout ça, ce sont vraiment des services vraiment à revoir, ou voire pour certains, comme l'IGPN, qui ne sert à rien, parce que, comme tout le monde, j'ai eu un non-lieu avec les enquêtes qu'il y a eu. Ce sont des services à dissoudre. Pour moi, ils sont inutiles et ils n'engendrent que la colère pour ceux qui essayent d'avoir gain de cause, quoi. Moi, je ne cherche pas à être dédommagé, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit le gouvernement qui reconnaisse, ouais, eh ben, on est bien fautif, quoi. Au moins qu'ils reconnaissent leur tort, quoi. Je suis dégoûté, je suis vraiment en colère. Et voilà, et je passe le relais à je ne sais pas qui. Moi, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé là, le 12 décembre. J'étais à la manifestation, parce que j'étais de la manif, la manifestation pour la retraite. J'ai vu d'anciens collègues gilets jaunes se rassembler à la dissolution à midi. Et que j'ai rejoint, on a constaté qu'il y avait des lycéens climatiques qui voulaient manifester. Et j'étais parmi quelques nombre d'adultes à avoir pris conscience de la dangerosité pour les lycéens, du comportement des baqueux avec eux. Donc on a décidé de les suivre, afin de marquer notre présence pour gêner une exaction policière.
Donc on les a suivis toute l'après-midi. Tout s'est passé à peu près correctement. À un moment donné, on s'est retrouvés à la place de la Comédie. De là, ils sont montés à la préfecture. Là, je commençais à bien angoisser parce que c'était une zone où régulièrement, ces policiers qui sont devant la préfecture font vraiment n'importe quoi. Sous l'ordre de monsieur le préfet, j'insiste. Moi, je ne veux pas à celui qui m'a tiré, j'en veux au préfet. S'il y a un flic au tribunal, moi, je demanderai au procureur de le sortir, le flic. Lui, il n'est pas responsable. Il avait ordre. Parce que là, ce qui s'est passé ce jour-là, le préfet a donné l'ordre d'aller blesser des lycéens. Et c'est moi qui ai pris. Donc, c'est quoi cette France où on peut donner l'ordre d'aller blesser? Et là, il faudrait vraiment qu'on prenne conscience que ces préfets, ce sont eux les responsables. Et c'est eux qui doivent être passés en justice. Ce n'est pas le policier bêtement lampiste qui a jeté un pavé là. Et ensuite, au-dessus des préfets, ils ont d'autres responsables. Les commanditaires, ça s'appelle l'AREM, ça s'appelle Macron, ça s'appelle Castaner, ça s'appelle... voilà. Moi, j'ai vécu juste une séance gratuite, de violence gratuite, où il n'y avait rien qui pouvait justifier le fait. Rien, rien. Que des mômes qui avaient mis 3 barrières sous l'Arc de Triomphe du Pérou et qui entravaient la circulation. Comment ils peuvent justifier l'usage des armes autrement que le fait de vouloir blesser volontairement? Moi, depuis, je ne vous parle pas de mes problèmes. Là, je suis un peu énervé parce que cette nuit, c'est 2 heures de sommeil. Ça, c'est pour vous donner un peu la synthèse d'où j'en suis. Et je m'en tire bien maintenant, par rapport à certains. J'arrive à maîtriser mon émotion. Parce que ça, je n'aurais pas pu vous le raconter il y a 15 jours, sans pleurer. Voilà, je passe la parole. Les familles aussi, hein, je rajoute, moi, bon, j'ai perdu mon boulot. Là, je suis au restaurant du cœur. Hein, les indemnités sont moindres. Moi, j'ai tout à payer, je ne peux pas. Je suis au restaurant du cœur. Il faut savoir que la plupart des familles, les membres, ma femme, mes enfants sont carrément choqués, révoltés. Mais en fait, on est en train de préparer des générations futures, mais anti-flics, voilà. On a du mal vraiment nous-mêmes à dire non, non, mais tu es sur le mauvais chemin, non. On n'arrive même pas à raisonner la colère des autres, parce qu'on est soi-même en colère. Mais ça fout en l'air carrément des vies, quoi. C'est vraiment, on est plus pareil, on n'a plus le regard des gens, on s'isole. Moi, je vais souvent me promener dans les champs, parce que j'ai besoin si je vois quelqu'un qui n'a pas son gilet jaune, en gros, hein, mais ou qui est contre ce mouvement-là, je dis, mais c'est une personne qui cautionne la violence, et je monte vraiment très très vite en violence, quoi. Vraiment, ça nous a changé, quoi. Voilà, c'était vraiment cet impact psychologique qui a non seulement lieu sur le blessé, hein, parce que les cicatrices physiques sont là, mais les traumas psychiques sont vraiment présents et perdurent. C'est très dur aussi d'être soigné, de trouver un bon médecin, un bon psychologue qui puisse vous prendre en charge pour traiter ces symptômes-là. C'est vraiment pas évident. Voilà, c'était simplement ça. Merci. Juste un détail, je peux me demander votre prénom, s'il vous plaît? Alain Hoffman. Alain. Quelqu'un d'autre? Non. Oui. Je m'appelle Kaina, j'ai reçu un LBD le 29 décembre à la gare avec 2 de mes collègues qui sont là, Laurent et Yvan. C'était le même jour, hein, la même charge, le même jour, on faisait rien, on était pacifiques. Bref, on sait tout ce qui s'est arrivé, on a tous été matraqués ou visés, enfin bref, la police elle nous a déboîtés. Depuis ce jour-là, en fait, ça fait 1 an là bientôt, enfin ça a fait 1 an, là, le 29 décembre. Ma vie elle a changé, je ne travaille plus. Avant j'étais responsable dans une boulangerie. Je connais très bien ma vie, je gagnais 2000 € par mois, j'étais imposable, enfin bref. Je suis sortie dehors parce qu'il y a des SDF qu'on a en 2019, parce que nos enfants, leur étude c'est pas ça, parce que nos grands-parents ils vont faire les poubelles, je sors de la boulangerie, je vois des papis, des mamies qui font les poubelles pour pouvoir finir
les fins de mois. C'est pour ça que je suis sortie dehors. Et c'est parce que moi, je paye des impôts et qu'il y a encore des plus miséreux que moi. Je suis sortie dehors le 29 décembre. Et depuis ce jour-là, bah, voilà, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu mes cheveux, puisque ça repoussera plus sur le côté où est-ce que j'ai la cicatrice. J'ai perdu la joie de vivre, j'ai perdu la joie de l'envie de manger, j'ai perdu l'envie de dormir. J'en ai parlé la dernière fois. J'ai tellement arrêté de manger que j'avais mal quand je dormais. Il a fallu que je mette des oreillers pendant plusieurs mois en dessous de mon corps parce que c'était impossible de dormir, j'avais mal aux os. C'est compliqué de faire un papier, c'est compliqué de recevoir un câlin ou un bisou de quelqu'un. C'est compliqué de recevoir même un câlin, un bisou de ses enfants ou de ses parents ou de ses frères et sœurs. Alors je ne vous imagine pas quand c'est quelqu'un d'étranger. Hier on a posé la main sur moi et j'ai dit qui c'est qui me touche. Voilà, c'est tout ça et les gens ils s'en rendent pas compte. Ils nous ont dit on va pas répéter, on se sent seul, on est seul. Malgré qu'il y ait plein de monde, qu'on soit beaucoup de gilets jaunes et beaucoup de gens dans cette putain de France, et ben on se sent seul. Et on a eu des idées noires. Moi perso je le ferai pas mais je les ai eues ces idées. Je suis maman, donc on n'a pas le droit. Et moi j'ai vu comment je souffrais alors que j'avais que 7 points de suture. Moi j'ai eu 7 points de suture, j'ai rien eu d'autres. Hein. Comment j'ai souffert, comment j'étais pas bien. Ben, il a fallu qu'on prenne tous, comme il l'a dit, et qu'on prenne tous contact. Parce qu'en fait, comme Nessa l'a dit, je crois, il y a la moitié, on serait plus là. Il y a, je dirais pas non, parce que, enfin, voilà. Mais il y en a qui, enfin, on fume, on boit. Il y en a qui sont tombés dans une dépression, il y en a qui dorment dans leur voiture. Il y en a, ils ont perdu leur femme, il y en a, ils ont perdu leur enfant. Il y en a qui peuvent plus se regarder dans une glace. Et tout ça tous les jours. Tous les jours vous vous réveillez, c'est ça tous les jours. Vous vous demandez même enfin vous souriez plus, vous vivez parce que vous devez vivre en fait. Vous devez vous lever, vous occupez de vos enfants, vous allez en course parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on n'a plus envie de rire en fait. Pour de vrai on n'a plus envie de rire. Et quand on rit, on rit jaune. C'est pas un jeu de mots, on rit jaune. Pour de vrai. Notre vie elle est détruite, notre vie elle est sur pause, on va se reconstruire parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, on est des guerriers. Et des guerrières. Mais franchement, c'est dur. C'est dur. Et ce qui est encore plus dur, c'est que c'est financièrement aussi. Financièrement, on est tous dans un point où on est plus bas, la plupart. Et on ne peut pas aller demander de l'argent pour aller vivre, pour aller tous finir nos fins de mois à la fin du mois, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens, au jour d'aujourd'hui, avant, ils vivaient très très bien. Ils sont sortis dehors pour les plus miséreux qu'eux. Et là, ils se retrouvent encore plus miséreux que ceux pour qui ils sont sortis. Et ça, c'est pas normal. Moi, aujourd'hui, je suis sortie pour les SDF, mais aujourd'hui, je suis SDF, en fait. Aujourd'hui, j'ai pas de spécifique, donc ouais, je dors pas dehors parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'hébergent. J'ai 32 ans, j'ai toujours payé mes factures, j'ai toujours payé mes loyers, j'ai toujours été droite dans ma vie. Et c'est un coup de flashball qui m'a tout détruit. Et là, je tombe en dépression, et là, j'ai fait n'importe quoi, et là, voilà. Et on n'a plus envie de rien faire. Même des fois, même se laver, je suis lavée tous les jours, mais même se laver, avant on va se laver, on se lève, on va se laver, et ben même d'aller se laver ou d'aller faire à manger, d'aller se brosser les dents, et ben c'est un effort en fait. Parce que quand on est en dépression, tout est un effort. Voilà. Et je pense que j'espère qu'on y arrivera. Je pense qu'il faudra du temps. On a l'exemple avec Castille. Castille est pas là aujourd'hui. Enfin, il devait être là, il a dû avoir un empêchement. Qui a perdu son œil il y a 7 ans, devant le stade de la Mosson, donc non gilet jaune et non quartier. Donc c'était un match de foot qui a gagné la misérable somme de 65 000 €. Ça fait 7 ans qu'il se bat contre la justice. Ça fait 7 ans qu'il n'est pas bien psychologiquement, qu'il est perdu, puisqu'on est tous perdus en vrai. Et je trouve ça inadmissible en fait, parce que même ça fait peur, parce qu'on se dit dans 7 ans, et ben on sera comme Castille en fait, on sera perdu, on n'aura que 50 000 €, on sera toujours aussi perdu, on sera toujours aussi malheureux. Et je vais juste finir, pour tous ceux qui ne prennent pas la parole aujourd'hui, déjà je vous demanderai de ne pas aller les interviewer derrière en fait,
essayer de vous rappeler. Et je voudrais leur donner toute ma force et je les soutiens très très fort et j'espère qu'à la prochaine ils pourront parler. Et voilà. Et je les aime tous. Bon, moi je m'appelle Antoine. Donc j'ai perdu ma main le 8 décembre, acte 4 des Gilets jaunes 2018. Une grenade qui roule à mes pieds. Alors à l'époque, effectivement, toutes ces histoires de flashball, de LBD 40, enfin le LBD 40, les grenades d'IF4, la GMD, personne ne connaissait. Enfin, on savait vite fait qu'il y avait le flashball, mais on savait qu'il était surtout utilisé dans les quartiers. Et à l'époque, tout le monde s'en foutait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai confondu cette grenade avec une grenade lacrymogène. J'ai eu peur de me prendre toute la lacrymo, que je m'étais pris déjà une bonne partie de la manifestation. J'avais peur que toute la lacrymo arrive à mes pieds. Donc j'ai ramassé cette grenade pour essayer de l'éloigner de moi. J'avais même pas de flic en visuel, donc moi quand on me dit que j'ai essayé de la renvoyer sur les flics, bon, les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Ma main a explosé. Bon. J'ai pas eu d'ITT moi. J'ai une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est-à-dire que ITT, c'est interruption temporaire de travail. Moi, je serai toujours un travailleur handicapé. Et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous. Un œil, ça ne repousse pas. Une main, ça ne repousse pas. Un bout de cerveau nécrosé, ça ne repousse pas non plus. Ils nous ont effectivement estropiés. Et derrière, ils justifient ça. Alors, ils trouvent toujours un moyen. Soit il y a eu une bavure, ou alors c'est la personne qui l'a mérité. Comme si effectivement on vivait dans un pays où il puisse être mérité effectivement de finir estropié ou de mourir. À chaque fois qu'effectivement quelqu'un se prend un flashball, que quelqu'un se prend une BF4, que quelqu'un meurt sous un plaquage ventral, une clé d'étranglement ou autre, ce n'est pas une bavure. Une bavure, c'est lorsqu'un policier fait quelque chose qui ne fait pas partie de son entraînement, va trop loin, n'obéit pas aux ordres. Là, c'est pas le cas. On parle d'une doctrine. C'est une doctrine. C'est une doctrine qui vise effectivement à meurtrir le corps des gens. Je pense que ici, nous sommes tous à lutter effectivement au quotidien, psychologiquement, physiquement. On a besoin de se serrer les coudes les uns les autres. Mais moi, je propose effectivement qu'on se rassemble pour mettre... Excusez-moi, je perds un peu mon calme. Ouais, je sais. Voilà, on se fait traiter comme des moins que rien. Et derrière, on aime bien nous dire que la France est un état de droit. Alors un état de droit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un joli mot, c'est vrai. Maintenant, il faudrait le transmettre en actes. Je pense que chacun ici peut dire que effectivement, l'état de droit, ils ne l'ont pas vu. Donc voilà. La répression, on regarde maintenant des vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos que vous ne voyez pas par les médias, tout ça, mais nous, on a les vidéos sur les réseaux sociaux. Quand on voit des personnes se faire boxer comme ça plusieurs fois, en plus c'est des femmes, c'est aberrant. On voit des policiers se mettre à plusieurs pour tabasser. Le mec, il a fait une connerie, il est neutralisé, point barre, ils lui mettent les colliers, les menottes, et puis ils l'embarquent. Mais là, il y a de l'acharnement. Les mecs, c'est des malades, quoi. C'est de la milice, c'est de la... Moi, il y a des trucs, c'est... même nous, hein, en tant que blessé, moi, les vidéos, il y a des vidéos que je ne peux même pas regarder. Et même nos familles, hein, vraiment, on se met à pleurer, parce que c'est
c'est pas tenable, c'est vraiment injuste, quoi. Le gouvernement fait ses propres handicapés. C'est pas un accident dans une voiture, c'est pas génétique, c'est le gouvernement qui utilise des armes contre son peuple. Et la plupart, c'est des journalistes, il y a des vieux, il y a des gamins, il y a des bébés qui sont gazés. Moi, j'ai vu des manifestations où c'était un brouillard de lacrymogènes et la roue qui passait avec les gens qui étaient dedans et qui étaient à l'air libre et qui passaient dans les lacrymogènes. Les flics s'en foutent, hein, les interventions. Il faut voir comment ils chargent, quoi. C'est impressionnant, c'est très violent. Hein. Et les gens, quand ils essayent de fuir, ils ont les yeux exorbités. Hein. Moi, j'ai regardé ces gens qui foncent dessus comme ça, ils sont en état de panique et en état de survie. C'est vraiment, des fois, c'est bestial. C'est bestial, c'est écœurant. Bon, et puis ils sont tous cagoulés, il n'y a plus de RIO, il y a des mecs de la BAC là, qui se permettent d'avoir carrément des cagoules qui fait allusion au film Punisher. Moi j'ai vu des mecs qui se baladent avec des matraques et tout, qui s'amusent avec, quoi. Hein. C'est des matraques, ça ouvre des crânes, ça casse des os, ces trucs-là. C'est dégueulasse. Moi j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut encore accepter ça, cautionner ça, comment on peut censurer aussi ce truc-là. C'est injuste, il faut que ça s'arrête, ou il faut que ça pète, j'en sais rien, où il va y avoir encore des morts, où ça va aller crescendo, et là on arrive à voir que les gens, même les citoyens, en ont ras-le-bol, et que maintenant, ils viennent à la confrontation. Voilà, mais seulement nous, on a quoi? Les gilets jaunes, on a des blousons, eux c'est des Robocop. Il faut voir comment ils sont. Et maintenant, on se fait arrêter parce qu'on est protégé contre leurs bâtons, parce qu'on a des blousons de moto. On met des protèges tibias parce qu'on a peur. Hein? Moi, 1 mois et demi, j'ai fini en garde à vue parce que j'avais des protèges tibias. Je leur ai dit aux gars, j'ai dit, mais chez vous, il y a des malades. On est obligé de se protéger comme ça. Hein? On veut manifester, c'est notre droit. Mais il faut il faut s'attendre à avoir un œil crevé, une main arrachée, des coups de matraque, des dents en moins. C'est aberrant, c'est complètement... Mais on y va. Moi j'ai la trouille, tout le temps j'ai la trouille. Mais des fois je me dis, c'est pour nos enfants, les enfants de nos neveux, c'est des valeurs qu'on défend. Et moi je ne baisserai jamais les bras face à Macron, à Castaner, jamais... voilà. Et quand je vois qu'il faut mettre des gens à genoux, même pour le 14 juillet, c'était les femmes à gauche, les hommes à droite, mais ça rappelle tout plein de choses. Les gens étaient révoltés le jour-là, mais ça on ne voit pas à la télé. Mais ça, on peut retrouver les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça sur disque dur, parce que maintenant ils ont vite fait d'effacer tout ça. Mais un jour, moi j'espère franchement qu'il y ait... qu'on reprenne tout ça, hein, qu'on reprenne les visages, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'était leur boulot? Est-ce que... Voilà. Donc, voilà, même s'ils ont un droit de réserve, même s'ils exécutent des ordres, il n'y a pas à faire n'importe quoi. Hein, c'est pas... Voilà, c'est quand même des armes qu'ils ont dessus, quoi. C'est des gamins, c'est des vies, c'est des mères de famille, c'est des papas, c'est tout le monde. Moi, j'ai déjà vu des grands-mères, pareil, qui étaient là, dans les gaz, mais vraiment, qui étaient... Parce qu'ils étaient chez elles, quoi. Et ils se retrouvent comme ça, pris dans les gaz. Et les touristes, et puis des bébés, voilà, c'est impensable. Impensable. Et tout le monde trinque, hein, de toute façon, tout le monde trinque, et même ceux qui n'ont pas été touchés physiquement, mais psychiquement, de voir tout ça, personne ne s'en sortira indemne. Voilà, donc, voilà, c'est encore un petit rajout de colère, voilà, d'incompréhension totale de la part de ces gens-là. Quelqu'un d'autre? Ouais, juste présenter, s'asseoir et prendre la parole. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole avant. C'est le professeur Tinès qui était sur le chemin, je vous ai présenté tout à l'heure. La plupart d'entre vous me connaissent, je pense. Moi je m'appelle Yvan, j'ai été blessé le 29 décembre 2018 à Montpellier. Donc, je fais partie de l'équipe.
Sans rentrer dans les détails, à la gare, voilà, 9 points de suture. J'ai ma casquette pare-bonheur qui est là, juste là, qui a permis de sauver mon œil, puisque en fait la balle de LBD est arrivée sur la casquette et a permis de dédier la balle de 1 cm. Je l'ai pris juste là. Bref, c'était juste pour mettre un petit peu dans le contexte. Vous avez pu le voir aujourd'hui, on a quand même une panoplie, un panel de blessés assez différents. Et on a tous plus ou moins les mêmes causes, enfin les mêmes séquelles. C'est un manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance-là, il nous empêche de nous reconstruire, il nous empêche d'aller de l'avant, parce que hormis les blessures physiques, il y a aussi les blessures psychologiques. Je vous parle de ça parce que moi, en termes de blessures physiques, j'en ai quasiment pas. Voilà, j'ai des douleurs qui arrivent de temps en temps, mais c'est absolument rien à voir avec mes copains ici présents. Donc, mais par contre, il y a des douleurs psychologiques et celles-ci, elles font la moitié du travail en fait. Voilà, elles font la moitié du travail de reconstruction. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Alors une reconnaissance, je le redis encore une fois, on l'a en termes de... au sein du mouvement, voilà, on est reconnu au sein du mouvement, mais ça ne nous suffit pas. Il faut aussi une reconnaissance de l'État. Il faut aussi qu'on puisse s'exprimer à un moment donné et qu'on se retrouve confronté à nos agresseurs, parce que ce sont des agresseurs. Pour ma part, ils ont tenté de me tuer à 3 reprises sur le même moment. Donc il va falloir que ces gens-là, on se confronte à eux et qu'on leur pose les bonnes questions. Et surtout, qu'il y ait une justice. Tout à l'heure, on parlait de justice. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la justice elle soit indépendante comme elle devrait l'être. Voilà, on parlait d'un fonctionnaire de police qui envoie un pavé qui prend 3 mois, avec sursis et non inscrit sur son casier judiciaire, ce qui lui permet de continuer à faire son travail. Par contre, on a des gens ici présents qui sont blessés, qui perdent leur travail, qui perdent leur maison, qui perdent leur vie entière. Et pour eux, on ne leur fait rien. Donc aujourd'hui, le combat d'entre nous, notre combat en tout cas, il est aussi pour le désarmement de ces fonctionnaires de police. Comme on l'a dit, hein, on ne va pas continuer comme ça encore des années à faire des conférences de presse avec de multiples blessés, avec des personnes qui n'ont rien demandé, qui ont demandé justice à un moment donné, à pouvoir vivre dignement, et qui rentrent chez eux quelques heures après ou quelques jours après avec des membres en moins, avec des traumatismes à vie. C'est pas possible. On parlait d'état de droit tout à l'heure, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état répressif au possible. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour ma part ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. On est là, on se soutient, mais on a besoin de plus. Voilà, on a vraiment besoin de plus, on a besoin de vous, la presse, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu le but. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de relayer ces informations, de les mettre en avant, et puis si ça ne passe pas, de recommencer, et puis si ça ne passe pas, de recommencer encore une fois, de ne pas lâcher l'affaire, parce que nous, ça fait 1 an, ça fait 14 mois qu'on est là, et qu'on ne lâche pas l'affaire. Et donc si nous, on est capable de retourner sur le terrain avec nos blessures physiques et psychologiques, je pense que vous avez entièrement la possibilité de faire votre travail d'indépendant et de relayer ces informations. Voilà. Nous, on est capable de justifier tout ce qu'on vous dit. Voilà, l'État n'est pas capable de le faire en retour. Donc, on est capable de le faire, on vous demande juste de le faire. Voilà, de le faire sincèrement, correctement, de ne pas détourner les choses. Je ne parle pas pour vous, hein, je fais une généralité parce que c'est compliqué avec la presse française aujourd'hui. D'envoyer le bon message. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, on sait pourquoi vous êtes là aussi, et on sait que les informations que vous allez relayer vont être propres et vont être simples. Voilà. Donc moi, notre message, en tout cas pour le mien, c'est, s'il vous plaît, relayez ces informations, insistez si ça ne passe pas, et puis bonne lutte à tout le monde. Voilà. Donc bien sûr, je dois rappeler qu'on demande toute l'année des flashballs et des grenades, armes de guerre. La France est le seul pays de l'Europe à utiliser ces armes en maintien de l'ordre. Donc c'est qu'il y a bien un problème. Ces armes de guerre font des blessures de guerre, font des blessures irréversibles, font des blessures qui changent la vie des gens. Et je pense qu'il n'y a pas mieux placé qu'un docteur
va se présenter et qui va vous expliquer un peu ce que ces armes... ce que ces armes aide-moi, merci, peuvent provoquer. Et puis il y a Eve qui interviendra aussi, c'est la psychologue qui nous suit, nous tous en tant que blessés. On ne vous l'a pas présenté, c'est vrai, on ne vous l'a pas présenté, mais Eve fait partie de notre vie en fait depuis quelques mois. Mais de nos vies jour et nuit. Jour et nuit, voilà, il faut aussi le souligner, et c'est d'une aide phénoménale en fait, puisque c'est un soutien H24. Alors aujourd'hui on est quelques-uns sur Montpellier, mais elle est toute seule à nous gérer. Ça aussi c'est un message qu'on voudrait vous faire passer. On a besoin d'aide à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas reconnu, au niveau de l'État, et il faut que ce soit des bénévoles qui fassent le travail de l'État. Donc les bénévoles, voilà, sachez que vous êtes les bienvenus, on vous accueillera avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, donc c'était juste pour faire la présentation de... Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Moi je suis toujours très ému de participer à ces rassemblements et à témoigner au nom de la communauté médicale sur la situation de ces mutilés, les mutilés pour l'exemple. Ce sont des gens qui ont été blessés, vous l'avez vu dans les différentes interventions, par des armes de guerre, classées catégorie A2, c'est-à-dire c'est classé comme un missile ou un lance-roquette, d'accord ? Donc ce sont des armes qui sont même utilisées par l'armée française en terrain extérieur pour aller combattre à l'étranger. On l'a appris en courant d'année, c'était intéressant d'apprendre cette nouvelle, dans la mesure où le gouvernement ne cessait de dire à tout le monde que ces armes n'étaient pas des armes de guerre, et puis on a appris finalement que l'armée française les utilisait. Donc ça confirme bien les données qui sont connues de toute façon de tout le monde, et on voit bien la gravité des blessures qui sont occasionnées par ces armes. Donc moi je suis là aujourd'hui pour déjà témoigner mon respect et puis mon attachement à tous ces gens qui sont très courageux, qui défendent dans les rues de France un idéal, qui est un idéal d'une meilleure qualité de vie, qui est un idéal d'une équité sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan pénal, sur le plan écologique, parce qu'on sait aussi que les gens qui sont les plus défavorisés en France sont les premiers à payer la facture écologique à tous les niveaux. Et ces gens-là sont le fer de lance en fait de cette révolte d'une population qui ne peut plus tolérer ces injustices. Et donc il faut les entendre, et ce n'est pas en répondant par la répression et en utilisant des armes de guerre qu'on va résoudre le problème. Ces gens-là ne rentreront pas dans la rue, ils ne rentreront pas chez eux, et ils auront bien raison. Donc moi je suis là pour porter aussi la voix de la communauté médicale. On a été, depuis que j'ai lancé la pétition au mois de janvier dernier, donc ça fait maintenant 1 an que la pétition est disponible sur change.org, et vous pouvez encore la signer pour augmenter le nombre de personnes qui dénoncent l'usage de ces armes en France. On l'a dit, on est un des seuls pays européens quasiment qui utilise ces armes. On a été décrié par l'ensemble de la communauté internationale, la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. On est classé maintenant avec des pays comme le Soudan ou des dictatures qui massacrent leur population. Et on continue malgré tout, le gouvernement français continue à faire la sourde oreille sur cette utilisation de ces armes qui est indigne du pays des droits de l'homme. Et vous l'avez vu depuis le début de l'année dernière, il y a de nombreux médecins qui ont pris position aussi contre ces armes. Il y a eu 35 ophtalmologistes qui ont signé un courrier qui a été adressé à Mme Buzyn, qui a été adressé ensuite à M. le Président Macron et à M. Castaner pour leur demander d'arrêter l'usage de ces armes du fait du nombre inconsidéré de gens qui ont été éborgnés. On a 25-26 personnes maintenant qui ont été éborgnées en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est insupportable. Et puis aussi, il y a eu des études scientifiques qui ont été publiées, 2 articles qui ont été publiés dans le Lancet, c'est un des plus grands journaux de médecine au monde, pour relater, vous vous rendez compte un petit peu le caractère indigne de ces armes, de relater les blessures qui ont été occasionnées au niveau du massif facial, et ensuite un deuxième article pour déclarer les blessures au niveau oculaire. Et voilà où on en est maintenant en France. Donc moi je suis là aussi pour dire que tous les soignants français sont contre
l'usage de ces armes. Nous demandons depuis le début de l'année dernière un moratoire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, le défenseur des droits, M. Toubon, les avocats, les syndicats, les défenseurs, la Ligue des droits de l'homme sont allés au Conseil d'État pour demander l'interdiction de ces armes et le Conseil d'État a suivi la voie du gouvernement, c'est-à-dire de maintenir l'usage indigne de ces armes qui chaque week-end entraînent de mutilations dans les rues de France. Il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a eu 10 fois plus de blessés en 1 an de mouvement des Gilets jaunes qu'en 20 ans de l'usage de ces armes. Ces armes sont utilisées en France depuis plus de 20 ans, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés là-dessus. Il y a eu des lycéens qui ont été mutilés, il y a eu des écologistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure qui ont été mutilés. On a vu cette semaine encore parler de Rémi Fraisse, qui est un jeune écologiste, qui a été tué par une grenade défensive, qui sont en fait des grenades offensives, puisqu'elles sont utilisées contre les manifestants, qui n'était un manifestant pacifiste, et il a eu un non-lieu encore qui a été confirmé par la juridiction cette semaine. C'est un pur scandale. Voilà. Et tout ça pour dire que depuis 1 an, 10 fois plus de blessés. Ces armes sont utilisées contre des enfants, ils sont utilisés contre des passants, ils sont utilisés contre des syndicalistes, ils sont utilisés contre les gilets jaunes. Et maintenant, plus personne n'est à l'abri d'être blessé par ces armes. Et moi, je tiens à dire à M. Macron et à M. Castaner qu'ils sont responsables des blessures qui ont été occasionnées depuis 1 an dans notre pays. Ils sont responsables parce qu'ils ont laissé faire. Ils sont responsables parce qu'ils ont stigmatisé tous ces manifestants qui sont là, pour la plupart des blessés qui sont ici, n'ont jamais été condamnés pour quelque délit que ce soit. Ce sont tous des manifestants pacifistes et ils ont tous été mutilés alors qu'ils défendent un mieux-être en France. Et ça, c'est indigne. Monsieur Castaner, Monsieur Macron, vous êtes responsables d'avoir laissé faire, vous êtes responsables d'avoir stigmatisé ces gens, d'avoir lâché les policiers sans aucune limite. Maintenant, les policiers peuvent blesser des gens dans la rue, on l'a vu cette semaine, ils ont même tué un monsieur lors d'un contrôle de police par une clé d'étranglement. Ils ne sont plus responsables de leurs actes, Monsieur Castaner. C'est de votre faute et vous êtes, Monsieur Macron et Monsieur Castaner, les deux seuls responsables. Donc si vous ne voulez pas être dans l'histoire de France le président et le ministre de l'Intérieur qui aura éborgné sa population, il est grand temps maintenant de faire un moratoire sur l'usage de ces armes, qui est proprement indigne de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que toute la France doit savoir ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Moi, j'ai été surpris encore cette semaine sur mon compte Twitter ou sur ma page Facebook de communiquer des vidéos que j'ai postées il y a 1 an, qui ont été postées il y a 1 an, et il y a encore des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut que les citoyens se renseignent, il faut que les citoyens s'informent, il faut qu'on transmette ce qui vient d'être dit, cette information, pour qu'on soit tous à dire non à l'usage de ces armes en France. Ce n'est plus tolérable. On a vu des enfants récemment, des lycéens, qui ont été éborgnés par l'usage de ces armes. Vous vous rendez compte, il y a des passants, il y a une dame qui est sortie aux Champs-Élysées de McDonald's, un jour de manifestation avec son fils, qui a été fracassé au niveau du visage. Le tir de LBD a tapé juste en dessous de son œil. Voilà. On sait très bien à LBD que c'est très dangereux. C'est une balle qui part à plus de 300 km/h. Moi, j'ai donné ça comme analogie parce que c'est une réalité physique. C'est 200 joules. 200 joules, c'est comme si on vous lâche un parpaing de 20 kg sur le visage d'une hauteur de 1 mètre. Donc quand on dit ça, on a compris la gravité des blessures. Et ça, c'est à 25 mètres. Pas à 2 mètres comme on a vu cette semaine, un manifestant tiré quasiment à bout portant par un policier. C'est indigne. Et pourquoi les policiers font ça? Parce qu'ils ont ces armes dans les mains. Retirons ces armes de guerre des mains de nos policiers. Il n'y aura plus de blessés dans les rues de France. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Je rebondis peut-être sur le côté psychologique. Donc moi je m'appelle Eve, je suis psychologue, formée en neuropsychologie et en psychothérapie EMDR, qui est la thérapie de traitement des traumas. J'ai fait le choix d'accompagner donc bénévolement les blessés, gilets jaunes ou non, mais les personnes qui ont été blessées dans le cadre des manifestations.
Donc ce que je voudrais en fait, c'est essayer de vous donner une vision un petit peu claire de ce que sont les conséquences psychologiques des violences policières et pourquoi les violences policières sont à ce point susceptibles de provoquer ces conséquences psychologiques. Donc le syndrome de stress post-traumatique, qui est cette conséquence, ce trouble psychologique réactionnel, qui peut survenir après une situation qui nous a exposés à la mort. Là, c'est la définition du syndrome de stress post-traumatique, situation qui nous expose à la mort ou au risque de mort ou de blessure grave pour soi-même ou en tant que témoin direct de la situation. Ce qui veut dire que les blessés, souvent, ont ce syndrome de stress post-traumatique, mais aussi les témoins, les observateurs, les street medics, les simples passants qui peuvent assister à tout ça. Quand il y a un syndrome de stress post-traumatique, ça veut dire clairement que cet événement fait rupture dans votre vie. Il y a un avant et un après, et la vie après ne sera plus jamais la même. Ce syndrome se compose de 3 types de symptômes. Les symptômes de répétition, les symptômes d'évitement et un état d'hyperalarme. Autrement dit, pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemble la vie d'une personne traumatisée. Les symptômes de répétition, c'est le fait d'être régulièrement perturbé par des pensées, des cauchemars, des images, des souvenirs de l'événement qui surgissent dans le quotidien sans raison et d'être assailli brutalement d'un stress intense quand il y a quoi que ce soit qui vous rappelle de près ou de loin l'événement. Par exemple, ça va être voir défiler devant vos yeux des images de CRS pendant que vous faites votre vaisselle, c'est vous endormir avec le bruit du tir de LBD dans les oreilles, c'est rêver de scènes de guerre, c'est se sentir mal dès que quelqu'un effleure votre front, c'est avoir des odeurs de lacrymo qui surgissent dans vos narines en faisant vos courses. Comme si l'événement se reproduisait en boucle, vous collez à la peau, partout et tout le temps. Oublier, passer à autre chose, impossible. Le deuxième type de symptôme, c'est l'état d'hyperalarme. C'est le fait que même en dehors des moments qui vous rappellent l'événement traumatique, vous êtes en permanence sur vos gardes, en alerte, nerveux, angoissé, survolté, voire agressif. C'est le système émotionnel qui tourne à plein régime H24, complètement déréglé. C'est sursauter au moindre bruit de porte, faire des crises de panique sans raison, ne plus trouver le sommeil, se sentir en danger tout le temps, partout, ne plus maîtriser ses émotions, pleurer 5 fois par jour, en vouloir au monde entier, être en colère, tout le temps, contre tout et y compris contre soi-même. Le dernier type de symptôme, c'est l'évitement. Alors, l'évitement, il y a 2 choses. D'une part, il y a la tentative d'échapper aux souvenirs, et d'autre part, une forme d'anesthésie affective. C'est ne plus pouvoir passer sur les lieux où c'est arrivé, ne plus pouvoir marcher dans la rue, devenir agoraphobe, donc ne plus supporter d'être en présence d'une foule, éviter de parler de ce qui s'est passé, parce que ça fait mal à chaque fois qu'on le raconte. Certains des blessés aujourd'hui ne peuvent pas prendre la parole, d'autres ne sont pas présents parce que c'est trop difficile d'être présent. C'est fuir les images des manifestations sur les réseaux sociaux, ne plus pouvoir regarder les informations, couper contact avec tout ce qui est en lien avec l'événement, ou à l'inverse aussi se surinvestir dans la lutte, se surinvestir auprès des autres, pour éviter ses propres émotions. C'est aussi se sentir, donc cette deuxième forme, cette forme d'anesthésie affective, c'est se sentir comme coupé, absent de son quotidien, coupé des gens, comme dans un état de coma affectif, se sentir distant, éteint, comme mort à l'intérieur. Ne plus trouver de sens à se lever le matin, ne plus réussir à ressentir de l'amour, de l'affection pour vos enfants, pour votre conjoint, pour vos parents. Ne plus trouver de sens à être là, à avoir l'impression de survivre pour rien, de ne plus être tout à fait vivant, et donc souvent avoir envie de mourir. Cet état de stress post-traumatique, il peut durer des années. Il peut aussi être enfoui pendant un temps et ressurgir brutalement un jour. Tout de suite après l'événement, il y a un état de sidération, d'anesthésie qui peut durer de quelques minutes à plusieurs mois. Et cet état de stress post-traumatique, il peut perdurer tant qu'il n'est pas pris en charge. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la prise en charge du stress post-traumatique, c'est des thérapies spécifiques. Tout le monde n'y est pas formé, c'est difficile de trouver des thérapeutes. Je rappelle qu'une séance de psychothérapie, c'est entre 50 et 90 €. Qui les finance? À ce jour, en ce qui me concerne, toutes les personnes que j'ai évaluées qui ont été blessées dans ce contexte de violence policière, toutes répondent aux critères diagnostiques de syndrome de stress post-traumatique. Donc avec un score supérieur au seuil de 50 sur 85 sur l'échelle diagnostique et la PCLS. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences policières, elles sont hautement susceptibles de provoquer le stress post-traumatique. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour intégrer un événement négatif, l'être humain est constitué de telle façon qu'il a besoin de 2 choses. La première, c'est de pouvoir donner un sens à ce qui s'est passé, trouver une réponse
à cette fichue question du pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi. Et deuxièmement, maintenir ou retrouver du lien avec les autres êtres humains. Parce que cette expérience-là, elle est tellement violente à vivre et à voir que je me retrouve éjectée de ma place d'humain parmi les humains. Le problème, en fait, c'est pas la gravité de la blessure physique. C'est le fait que l'événement a rompu le lien avec les autres et qu'il est insensé, incompréhensible. Les gens qui sont assis de ce côté-là de la table, ils sont comme moi, comme vous, en fait. C'est pas des personnes différentes et pourtant, ils se retrouvent aujourd'hui dans une place à part. Si je prends un exemple simple, si j'ai un traumatisme crânien, au cours d'un match de boxe, en tant que boxeur professionnel, il est peu probable que je souffre de stress post-traumatique. La violence, elle répond à une règle établie. Dans un sport dans lequel je me suis engagée en connaissance de cause, l'humain qui était en face de moi, qui m'a frappé, il a agi pour gagner un match, je comprends ses raisons. Ni lui, ni moi ne sommes coupables de quoi que ce soit. Par contre, si j'ai ce même traumatisme crânien, cette même blessure physique, en me faisant agresser subitement par mon meilleur ami sans aucune raison identifiable, il est probable que je sois sous le choc. Partant de ces deux variables, donc le besoin de sens et le besoin de lien à l'humanité, ce qu'on comprend, c'est que j'ai moins de risques d'être traumatisée si l'événement est prévisible que s'il est brutal, surprenant, inattendu et donc insensé. Les gens qui sont là croyaient vivre dans un pays en paix, en démocratie. Et ce que j'ai pu entendre de leur bouche, c'est ça hurlait, ça courait partout, dans la fumée, les bruits de tir. C'était une scène de guerre, en pleine journée, en pleine ville. Voilà, j'étais en train de régler mon appareil photo, je suis tombée. J'étais en train de courir, je suis tombée. J'ai moins de risques d'être traumatisée si je m'étais mis consciemment en situation de danger que si je n'ai rien fait de mal ou que je me pensais dans un contexte sécurisant. Parole de blessé, je voulais juste manifester pour ma grand-mère, j'ai rien fait de mal, je ne représentais aucun danger. J'ai respecté la règle, on m'a dit d'évacuer, j'étais en train de partir. J'avais les mains dans les poches. J'ai été tabassée, mais je n'ai pas été interpellée. Alors pourquoi ? J'ai moins de risque d'être traumatisée aussi, secondant, si je suis blessée au cours d'un incident matériel, par une machine, un événement climatique, que si je suis blessée par un autre être humain. Parce que l'incident matériel n'affecte pas ma confiance en l'humanité. Et j'ai moins de risque d'être traumatisée si c'est un accident, que s'il y a une volonté de nuire, une intention délibérée de blesser. Là, il y a quelqu'un qui a levé son arme à hauteur de ma tête et il a tiré, il a essayé de me tuer. Troisièmement, je risque moins d'être traumatisée si le statut de l'agresseur peut apporter des explications à son geste. Par exemple, s'il est considéré comme une personne qui souffre de maladie mentale, une personne sous l'emprise de drogue, ou si c'est un individu neutre. Ou pire, si c'est un individu qui représente une autorité protectrice ou une personne de confiance. C'est un policier qui a tiré. Un policier. Alors, qui nous protège maintenant? Quatrièmement, je risque moins d'être traumatisée si je suis soutenue, si l'horreur et l'injustice sont reconnues, si on m'aide à me souvenir que c'est pas ma faute, que je suis une victime et non un coupable. Un peu comme quand on demande à une femme violée si elle était courte sa jupe ce jour-là. Quand c'est un proche qui vous demande « mais tu les avais quand même pas un peu provoqués les flics ?» Quand sur les réseaux sociaux vous lisez « moi j'ai jamais vu quelqu'un être blessé en étant dans son canapé avec ses enfants », sous-entendu tu l'as bien cherché. Quand le médecin des urgences demande si je suis gilet jaune ou simple passante avant de me recoudre sans un mot. Quand le psychiatre que je vais voir pour demander de l'aide me dit que j'avais qu'à pas aller manifester. Et sans oublier l'impunité de l'agresseur et même la médaille de la sécurité intérieure pour certains. Vous comprenez en fait que cet événement, c'est pas juste une blessure physique, mais c'est un bouleversement de tout ce en quoi je crois, tout ce qui me relie à la société, tout ce que je pensais, tout le sens que je pouvais donner, tout ce que je pouvais penser de moi, des autres et du monde. Et je terminerai en précisant que, effectivement, les journalistes, clairement, vous avez un rôle énorme à jouer et même une responsabilité dans cette reconstruction psychologique des blessés. En travaillant vos analyses, en poussant la réflexion, en faisant vos mots, pour essayer de donner du sens, un sens juste à tout ça. Et en informant le mieux possible la population sur la réalité du terrain, pour permettre aux blessés de recréer du lien, pour que ces blessés soient vus pour ce qu'ils sont, pour que leur statut de victime soit reconnu et non pas de coupable, pour qu'ils ne subissent plus la... Alors, j'avais commencé par double, puis triple, puis quadruple, et en fait quintuple peine. Il y a une blessure physique, il y a les conséquences matérielles et financières, le choc psychologique, la perte de sens et l'exclusion sociétale. Merci.
d'autres personnes qui veulent prendre la parole encore, veulent rajouter quelque chose? Ben, moi j'aimerais bien, parce qu'il y a une chose qu'on a parlé des agressions physiques. Moi je pense qu'à très court terme, il va y avoir une autre conséquence, qui va être aussi de santé. Parce qu'à chaque gazage de lacrymogène, on dégaze, on libère du cyanure. Et ça va concerner aussi bien la police nationale que les manifestants, que les commerçants dans l'environnement de manifestation, que les passants ou les habitants des zones qui ont été gazées, quoi. Ma source du cyanure, c'est Wikipédia. Je ne suis pas un expert. Faites Wikipédia, lacrymogène, et vous lisez le topo. Hein, vous voyez que c'est pas, je ne suis pas un expert, je me suis juste un petit peu informé de ce que peut être la lacrymogène. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les préfets, là aussi, comment ils peuvent être ignorants de gazer tous les week-ends Montpellier. Et tous les week-ends, ils sont en train de mettre un futur cancer à tous ces gens. Ça aussi, c'est grave, ce cyanure de la lacrymogène. C'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on verra très prochainement. Surtout si les personnes fument le tabac. Voilà, je voulais rajouter ça parce que je pense qu'on a oublié d'en parler. Effectivement, donc, les mutilés par exemple, on n'est que des blessés parmi d'autres. Il y en a énormément d'autres. Ceux que vous voyez ici, effectivement, sont ceux qui ont décidé de former ce collectif. On en connaît d'autres. Je pense qu'il y en a beaucoup dont on ne sait même pas qu'ils existent. Faut ça, enfin, voilà. Nous réclamons que ces armes soient interdites. Le LBD 40, les grenades. Je pense qu'on demande aussi un changement radical de la façon même dont est fait le maintien de l'ordre en France. La politique qui est aujourd'hui utilisée contre nous, c'est une politique d'escalade de la violence. Là où d'autres pays, effectivement, sont dans la désescalade. En Angleterre, on n'utilise pas de lacrymogène, parce qu'on a découvert qu'effectivement, le fait d'utiliser la lacrymo avait tendance à exacerber les violences, d'exacerber la colère, et du coup de provoquer ce qu'on appelle les casses. Alors effectivement, on peut très vite nous reprocher, nous dire « oui, mais vous avez été violent, oui, mais il y a des Black Blocs ». Ces violences qu'on vient nous reprocher, elle est de leur responsabilité. Et effectivement, nous réclamons un changement radical. Parce que malheureusement, le jour où on fera interdire le LBD 40 et les autres grenades, elles seront remplacées par d'autres armes. Tant que la politique reste la même, tant que la tactique qui est utilisée reste la même, tant que les mêmes personnes se retrouvent au pouvoir, les choses ne changeront pas. Aujourd'hui, le LBD 40 fait beaucoup de dégâts. Il faut savoir que dans les dom-toms, une nouvelle arme est testée qui s'appelle le Crush 40. Crush 44, je ne sais plus. 40. Qui commence, alors là, on est sur le schéma habituel, effectivement, ça commence dans les dom-toms, puis après, c'est utilisé dans les quartiers populaires. Et au final, une fois qu'on a bien tout réglé, ces armes peuvent se retrouver en manifestation. Voilà. Tellement de choses à dire. Moi, je vais relever un petit peu. Comme il a dit, on n'oublie pas nos collègues qui sont plus là, qui sont pas là et qui sont parce que c'est trop loin, parce que c'est trop dur. Il ne faut pas oublier aussi Madame Zined Redouane, Steve. On a eu Cédric là, le chauffeur libraire. On a eu Maïva. Je sais pas si vous avez entendu parler, qui a été sur le passage béton et qui a été percuté par une voiture de police qui allait sur une intervention. C'est inadmissible. Tout ça, c'est inadmissible. Nous, on est là, on souffre. Eux, ils sont plus là, ils souffrent plus, mais ils ont une famille qui souffre et qui réclame justice. Je suis dehors aujourd'hui pour réclamer justice pour Madame Zineb, pour Monsieur Steve, pour Mademoiselle Maëva et Cédric et tous les autres qu'on a depuis des années, 20 ans, maintenant dans nos quartiers populaires. Parce qu'on a parlé d'Adama, on parle de Ziyad Ebouna, on parle de Rémi Fraisse.
on parle de tout ça, mais c'est des gens qui sont connus en fait. Il y a des centaines et des centaines et des centaines. Vous avez juste à aller sur des annonces, sur des sites qui regroupent tous les blessés. C'est à lire, même si ça fait 10 ans, je vous jure que vous pleurez. Vous voyez des papas qui ont été matraqués avec des enfants de 4 mois dans les bras. Il arrive des trucs en France depuis des années que personne ne sait. Et aujourd'hui, moi personnellement, en tant que gilet jaune, je suis contente que ce mouvement ait pu soulever ça. Je suis contente qu'on ait pu ouvrir les yeux parce qu'avant c'était dans les quartiers et comme on disait tout à l'heure, les Noirs et les Arabes, c'est pas grave, c'est eux qui foutent le bordel. Ça reste des êtres humains. Si ces Noirs et ces Arabes, on les mettrait pas dans des quartiers défavorisés, tous ensemble, on les laisserait pas dans la misère. Peut-être, ils deviendraient normaux comme dirait le peuple français. Ils sont normaux, ce sont des êtres humains. C'est juste qu'ils sont dans la misère. Alors ouais, peut-être que ça vend du shit, ouais, peut-être que ça vole une voiture, ça nous fait chier parce qu'on bosse pour les voler ces voitures. Mais est-ce qu'on leur laisse? Moi personnellement, je m'appelle, je vais vous donner mon prénom, je m'appelle Cynthia en vrai, et mon nom de famille, c'est pas Lubin, c'est mon nom de famille, c'est Lubin, je suis mariée. Mon nom de famille c'est Awali, mon nom de naissance. Mon papa est algérien. Quand je mets le nom Awali sur ma fiche sur mon CV, on me dit non. Quand je marque Madame Lubin sur mon CV, on m'appelle. Donc ces gamins de quartier qui vendent du shit pour pouvoir aider leur mère qui font le ménage, qui se frottent le dos, qui se frottent le sol jusqu'à 62 ans, qui sont tout seuls, que le mari est mort ou qu'il est parti. Ces gamins ils vendent du shit ou ils vont voler des voitures ou revendre des pièces juste pour pouvoir vivre et juste pour pouvoir aider leur famille. Donc certes c'est pas bien, c'est illégal, il n'y a pas de souci. Mais on leur donne pas d'autres possibilités et surtout on leur arrache des mains et des yeux aussi. Et malgré que ce soit des petits dealers ou des petits voleurs, ils ont pas à avoir, on n'a pas à leur arracher des mains et des yeux. Les gros dealers et les gros voleurs, on les laisse faire. Pour des cravates. Voilà. Moi je pense que moi personnellement je m'arrêterai là-dessus, moi perso, parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Je sais pas quelle heure il est. Il est 12h37. Donc moi je suis professeur Laurent Tinès, je suis chef de service chef de neurochirurgie au CHU de Besançon et j'avais lancé la pétition contre les armes sublétales au nom des soignants français sur la page de change.org. D'accord, merci. Voilà. Non, c'est pas une question d'avoir un dernier mot. C'était juste pour vous remercier. Je reprends les phrases de Yvan tout à l'heure. J'espère que vous ferez un travail, on va pas dire correct, neutre. Juste neutre. J'aimerais juste que vous parliez avec votre cœur et que, comme il a dit, même si ça marche pas, on sait très bien pour les grosses boîtes, ils ont des gens dessus qui remodifient tout tralala, mais toujours essayer de passer ce message quand même, de dire qu'on demande d'être reconnu en tant que victime, qu'on demande l'arrêt des flashballs, au moins ça, et comme quoi on le vit mal en fait, et malheureusement ça devient comme il parlait des chiffres tout à l'heure, il y en a 29 des épargnés, et malheureusement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui perd un œil ou une main, on dit c'est combien, on dit plus, oh le pauvre, ça devient banal, cette banalité, il faut l'arrêter en fait, c'est pas normal. Demain, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être vous. Ça peut être moi. On a des blessés qui ont eu le même jour ou des jours après des autres attaques. Donc en fait, moi j'ai eu de la chance, mais peut-être que demain je retourne en manifestation et je vais perdre un bras, une main, une jambe. Voilà. Donc on vous demande vraiment de faire passer le bon message et d'essayer qu'avec les petits directeurs en haut, que l'article soit correct et qu'il donne juste la réalité. Je vous demande même pas d'enrober, je vous demande juste de garder le réel. C'est voilà. aussi une façon à vous de montrer que votre métier, enfin la neutralité en fait de votre métier, et non pas à un moment donné où on peut modifier parce que les patrons ont décidé que c'était pas politiquement correct de modifier le thème. Donc c'est aussi à vous de continuer, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Si ça ne marche pas une fois, il faut retourner une deuxième fois et une troisième fois. Ne pas lâcher en fait vos convictions de journalistes qui sont là pour retranscrire et surtout pour montrer des faits. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Voilà. La bataille, on l'aura que si vous intervenez. Eux, ils l'ont compris, hein. Ils l'ont compris avec leurs médias en faisant passer des messages. Voilà, toute la journée, quand vous regardez les médias, sur les petites bandes en bas, il y a juste souvent 3-4 mots, pas plus, qui reviennent à longueur de journée. C'est souvent des mots bien clés, où à un moment donné, on va vous le ressortir, ce petit mot-là, et vous allez l'assimiler à gilet jaune, violence, et ainsi de suite. Donc voilà, eux aussi, ils ont fait leur travail psychologique avec leurs médias. Nous, on vous demande juste de dire la vérité. Voilà, c'est juste ça, en fait. On est d'accord. Je voudrais juste rajouter quelque chose. On a Odile qui est parmi nous, qui est venue de Toulouse. Voilà, on la remercie. Et moi, pour ma part, si ça pose un problème à quelqu'un, je souhaiterais lui laisser la parole quelques minutes pour qu'elle puisse s'exprimer. Voilà. Tu peux te retourner si tu veux. Oui, je vais tourner peut-être. Il n'y a pas de souci. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Odile Morin. Je suis handicapée en situation de handicap visible et invisible depuis de nombreuses années. J'ai participé au mouvement des Gilets jaunes après avoir été une activiste dans le champ du handicap. Je voudrais déjà vous dire que Macron ne nous a pas menti quand il a dit que le handicap allait être la priorité de son mandat. Simplement, on avait tous très mal compris ce qu'il voulait dire. C'est que la priorité, ce n'était pas de permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dignement. La priorité, c'était d'augmenter le nombre de personnes handicapées dans la population. Et je me permettrai aussi de vous dire qu'en matière de handicap, malheureusement, beaucoup d'entre vous sont en train de découvrir les conséquences d'un traumatisme, des souffrances physiques, mais sont aussi en train de découvrir la manière dont ce pays prend en charge le handicap et la maladie invalidante. Et pour vous le résumer, je vous dirais qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport de l'ONU, début 2019, sur la politique du handicap en France. 3 termes importants: ségrégation, privation de liberté, atteinte aux droits humains. Je crois que ça résume bien la situation. Et puis, ce dont on est victime, puisque moi j'ai été victime de 5 fractures du pied à la suite de violences policières. Maintenant, étrangement, il se trouve que c'est moi qui ai été condamné devant le tribunal correctionnel le 6 décembre, condamné pour avoir violenté des policiers. J'ai violenté 2 policiers, semble-t-il, à l'insu de mon plein gré. J'ai eu affaire à un magistrat parce que je crois qu'il faut aussi parler de la répression qui est un facteur supplémentaire. C'est-à-dire que non content de nous dénier nos droits, puisque bien entendu ma plainte à moi aussi a été classée sans suite, on vient m'accuser d'avoir été violente, alors que je défends l'activisme non violent depuis très nombreuses années, qu'en plus il y a des preuves de la responsabilité de la police et de mon innocence. J'ai eu affaire à un magistrat qui a refusé tout simplement de visionner les preuves de mon innocence et qui m'a condamné à 2 mois de sursis, mais surtout à 1 an d'interdiction de manifestation. Et je crois que c'était bien l'objectif. L'objectif, c'était de me faire taire. Et aujourd'hui, si je manifeste à Toulouse ou dans l'Haute-Garonne, je risque 1 an de prison ferme, sachant qu'entre mes problèmes infectieux et mes problèmes cardiaques et la manière dont on accède aux soins en prison, c'est une condamnation à mort. Donc je joue avec le feu, je tracte puisque je me présente aux élections, je tracte pendant les manifestations, mais je ne manifeste pas. Je me mets à la terrasse d'un café pour prendre le soleil en regardant les manifestants. Et puis hier par hasard, j'ai été pris dans le cortège avec ma voiture, et là, vraiment très involontairement, et je me vois menacé par la BAC de prévenir le procureur pour pouvoir m'embastiller. Bon, bien évidemment, ça ne me fera pas taire, mais on est tous menacés, et ce dont on est victime aujourd'hui, c'est pas effectivement, comme l'a dit l'un d'entre vous, des bavures. C'est effectivement une violence d'État qui est organisée, qui est orchestrée avec un seul but. Le but, c'est de terroriser, et c'est bien ce qu'a relevé l'Observatoire des pratiques policières à Toulouse. C'est qu'effectivement, l'objectif, depuis début novembre, depuis début décembre, c'est de terroriser, et c'est de faire qu'un minimum de gens osent encore manifester. Osent encore manifester. On est, il faut le dire, plus dans un état de droit, on est dans un système, dans un état autoritaire. Moi je dirais même que, c'est Huxley qui l'avait très bien théorisé dans les années 30, on est dans une dictature, qui est organisée avec l'image, mais on est dans une dictature.
Et il faut vraiment qu'on dégage Macron, mais qu'on dégage Chaplik et son système. Et c'est pour ça que, comme vous, je suis aussi... moi, j'ai commencé par être traumatisé par ce que j'ai vu. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à continuer à manifester. Même si je sais, et tous, on a peur d'aller manifester. On a peur d'aller manifester, mais on sait aussi que si on ne manifeste pas, on abandonne et on laisse le rouleau compresseur du système capitaliste et de ses agents bien policés finir de nous détruire, de tous nous mettre en esclavage. Parce que je relie ça aussi avec la question du handicap. Moi, je me bats contre le validisme. Le validisme, c'est cette norme sociale qui fait que l'espace public, l'organisation de la société, sont construites uniquement pour les gens valides, en bonne santé, sans handicap. Pourquoi? C'est pas le hasard. C'est parce que le système capitaliste a besoin d'agents qui soient en bonne santé, qui soient performants à court terme, pour rentabiliser le capital de quelques-uns. Et donc, la lutte pour les droits des personnes handicapées, c'est aussi de dénoncer le validisme, c'est aussi de dénoncer l'espace public qui est conçu pour quelques-uns, et la société qui vous met de côté quand vous êtes en situation de handicap, vous réduit à la pauvreté, vous réduit à la dépression, au désespoir, au suicide. Parce que c'est ça qu'on vit tous les jours et que vous découvrez malheureusement, en plus du traumatisme d'avoir été blessé par ceux qui sont censés vous protéger. Et ça, c'est dramatique et ça doit être notre combat aujourd'hui. On a un devoir de résistance et c'est pour ça que je continuerai à manifester à ma manière, à les énerver, comme je peux, sans y aller trop frontalement, parce qu'effectivement, j'ai pas envie de mourir. Mais en tout cas, je ne céderai pas et je sais que tous ceux qui sont ici ne céderont pas non plus. Alors les médias, prenez vos responsabilités, les policiers aussi, parce qu'il y a un code de déontologie, il y a aussi des possibilités de se saisir, de vous faire accompagner par certains syndicats de policiers qui, eux, effectivement, ne trahissent pas la République. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire passer le message et à défendre, parce que moi, j'ai été peu blessé par rapport à d'autres. Peu, parce que les chocs traumatiques, je suis une ancienne cérébro-légère, mais je sais les dégâts que ça fait quand vous perdez des aptitudes sur le plan intellectuel et surtout quand vous avez des chocs frontaux, que vous devenez irritable, que vous devenez violent vous-même, que votre personnalité change complètement, que votre handicap a beau être invisible, il vous a tué à l'intérieur et surtout, il fait l'incompréhension des gens qui sont autour de vous et vous n'arrivez plus à répondre aux normes sociales. Et ça, c'est terrible. C'est le pire des handicaps, celui qui est invisible. Merci. Merci. Eh bien, messieurs, dames, on vous remercie. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous fais juste gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Les armes,